quelques clichés. Voilà. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Simon Bellière et aujourd'hui je vais vous présenter mes travaux de thèse. Donc, tout d'abord, merci de me consacrer du temps pour cette présentation. Donc, l'intitulé de ma thèse est Programmation mathématique pour la planification tactique du transport dans une chaîne logistique multiproduit. Cette thèse a été effectuée au LAS CNRS à Toulouse sous la supervision de Nicolas José Fauviez et de Frédéric Senet. Donc, le plan de ma présentation est le suivant. Donc, je vais d'abord vous présenter le contexte industriel qui a motivé cette thèse. Je vais ensuite vous présenter la problématique centrale et les approches algorithmiques que nous avons développées pour la résoudre. Je vous présenterai également quelques résultats qu'on a obtenus sur un cas d'étude. Et enfin, je terminerai avec les conclusions. Donc, dans cette thèse, nous avons étudié les opérations logistiques de Flunch. Donc, j'imagine que Flunch, vous connaissez, c'est une chaîne de restauration française avec des établissements répartis un petit peu partout sur le territoire. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu de choses près, tous les restaurants offrent le même menu à leurs clients. Et donc, pour confectionner leurs plats, les restaurants utilisent une gamme commune de 1000 produits génériques. Ces produits génériques sont fournis par des producteurs qui sont eux-mêmes répartis aussi sur le territoire français. Et donc, pour procéder à l'approvisionnement de ces restaurants en produits, Flunch passe par le biais d'une chaîne logistique à 4 niveaux, où donc, en toute logique, au premier niveau, on a les producteurs, au quatrième niveau, les restaurants, et entre les deux, on a deux niveaux d'entrepôts, donc des entrepôts centraux et des entrepôts régionaux. Et donc, en pratique, Flunch externalise sa logistique à l'entreprise DHL Supply Chain. Donc, le rôle de DHL, bien sûr, c'est d'approvisionner, enfin, de transiter les produits de façon à approvisionner les restaurants en produits génériques. Donc. Et pour procéder à cet approvisionnement, DHL conçoit un plan de transport qui va décrire exhaustivement toutes les opérations de transport à réaliser sur un horizon temporel à moyen terme. Donc concrètement, pour concevoir le plan de transport, DHL va avoir deux types de décisions à prendre. Pour chaque produit qui est demandé par un restaurant, la première décision, ça va être de déterminer un producteur d'expédition parmi les options disponibles. Parce que pour la grande majorité des produits, en fait, on a plusieurs producteurs qui peuvent le fournir. Donc, une fois que l'origine est déterminée, DHL va ensuite devoir déterminer une route à emprunter pour transiter le produit du producteur d'origine vers le restaurant de destination. Et donc, il faut savoir que dans cette conception des plans de transport, DHL n'utilise pas d'outils d'optimisation, mais les plans de transport sont réalisés par une équipe de logisticiens. Et donc, pour casser un petit peu la combinatoire du problème, DHL a établi une stratégie de distribution qui consiste en fait en certaines règles pratiques qui sont respectées pour construire ces plans de transport. Et donc, cette stratégie de distribution, elle stipule que les plans de transport doivent respecter des livraisons dites centralisées, où donc pour acheminer un produit d'un producteur vers un restaurant, le produit doit transiter d'abord par un entrepôt central, puis un entrepôt régional. Donc ici, vous avez l'illustration d'une livraison centralisée avec l'itinéraire dessiné en bleu. Et en fait, cette stratégie de distribution, elle a des atouts parce que le fait d'utiliser des livraisons centralisées, ça permet donc de consolider les flux dans les entrepôts, de mutualiser les flux et donc d'obtenir un taux de remplissage des véhicules qui est relativement élevé. Et donc, voilà, c'est gage de plans de transport d'assez bonne qualité en général. Néanmoins, pour certains cas, comme l'exemple qui a été soigneusement choisi ici, les livraisons centralisées, ça peut conduire à des trajets qui sont beaucoup plus longs que nécessaire. Ici, donc, la livraison centralisée la plus courte parcourt 600 km, alors que la distance directe du producteur vers le restaurant est de 100 km seulement. Ce qui montre que donc il y a possibilité d'améliorer un petit peu les opérations logistiques. Et donc, l'objectif de DHL, c'est donc de réduire les coûts logistiques associés à ces plans de transport. Et une approche envisagée, c'est d'utiliser une stratégie de distribution qui est plus flexible et donc d'étendre la stratégie de distribution actuelle en considérant deux types d'alternatives. Donc, tout d'abord, des livraisons indirectes, où là, le produit transite directement vers l'entrepôt régional pour enfin arriver à sa destination. Et dans un deuxième temps, des livraisons directes, où là, le produit est envoyé du producteur vers le restaurant sans intermédiaire. Donc, cette problématique de planification tactique du transport dans une chaîne logistique, elle apparaît dans la littérature sous le nom du Logistics Service Network Design Problem. Donc, c'est un problème relativement récent parce qu'à notre connaissance, la première référence qui en fait mention a été publiée donc, par Émilie Dufour et ses co-auteurs en 2018. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la littérature, le LSNDP se positionne à l'intersection de deux grandes familles de problèmes de flow. Tout d'abord, le Logistic Network Design Problem, qui regroupe les mêmes caractéristiques logistiques propres aux chaînes d'approvisionnement.
En revanche, ce problème est un problème stratégique, donc qui met en jeu des variables de décision qui sont différentes. En termes de variables de décision, donc le LSMDP se rapproche plus du Service Network Design Problem, qui est un problème purement tactique de planification du transport dans un réseau de distribution. En revanche, le SNDP, le Service Network Design Problem, ne prend pas en compte les caractéristiques logistiques propres aux chaînes d'approvisionnement, mais est appliqué plutôt pour des réseaux de distribution généraux. Et donc, en termes de définition du problème, donc, il faut savoir que le LSMDP est défini à partir d'un graphe spatio-temporel, donc un graphe spatio-temporel qui est obtenu à partir d'un graphe statique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer chacun des nœuds du graphe statique à chaque instant de l'horizon temporel qui est considéré. Donc, dans notre graphe spatio-temporel, un nœud va représenter un acteur logistique à un instant donné. Et donc, on va avoir deux types d'arcs, des arcs de stockage qui vont connecter deux occurrences temporelles différentes du même acteur logistique et qui vont juste modéliser le stockage dans le temps, et des arcs de transport qui vont connecter deux acteurs logistiques distincts à des temps distincts, donc qui vont prendre en compte le temps de transport réel. Donc, à partir de ce graphe spatio-temporel, on construit notre modèle, donc il y a les trois composantes suivantes. En termes de variables, on a des variables X qui sont continues et qui apparaissent donc pour chaque arc de stockage et de transport et pour chaque produit, et qui modélisent juste la quantité de produits transitant sur les arcs. Et on a des variables Y qui sont entières et qui modélisent le nombre de véhicules qui sont alloués sur chacun des arcs de transport uniquement. Donc, en termes de contraintes, on veut respecter la demande des restaurants, on veut s'assurer de la conservation de flux sur les entrepôts et on veut allouer un nombre de véhicules suffisant pour pouvoir acheminer les différents produits dans le réseau. Et l'objectif, c'est de minimiser le coût total du plan de transport qui se décline en trois composantes, donc les coûts linéaires de transport et de stockage et des coûts fixes de transport liés à l'allocation des véhicules. Et donc, le LSMDP, c'est un problème qui est relativement difficile, mais la difficulté principale qu'on avait dans cette thèse, c'était d'être capable de résoudre des instances qui aient du sens d'un point de vue pratique pour Flunch. Et donc, pour essayer de vous convaincre de la difficulté de ces instances, j'ai un petit exemple numérique ici. Donc, si on considère la globalité de la chaîne logistique de Flunch, donc, comme je vous l'ai dit, on a une gamme de 1000 produits génériques. Et on a un graphe spatio-temporel qui repose donc sur un graphe statique avec plus de 400 nœuds et plus de 1000 arcs. Et donc, suivant les prérogatives de DHL, on aimerait un plan de transport sur un horizon de 15 jours avec des intervalles temporels de 6 heures. Donc, à la fin, on se retrouve avec un graphe spatio-temporel qui comporte plus de 25 000 nœuds et presque 70 000 arcs. Donc, si on combine ces deux paramètres qui jouent sur le nombre de variables dans notre programme, on se retrouve avec un programme mixte en nombre entier qui contient plus de 60 millions de variables et qui est clairement insoluble pour un solveur commercial. Donc, l'objectif principal de cette thèse, ça a été de développer des solutions algorithmiques qui permettent de résoudre ce type d'instance et donc qui permettent surtout un passage à l'échelle par rapport à ces différents paramètres. Donc, parmi les méthodes qu'on a développées, la première, c'est une méthode de Benders. Donc, j'imagine que vous êtes tous familiers avec l'algorithme de Benders, mais je vais quand même le redécrire rapidement. Donc, c'est un algorithme de décomposition donc qui va être appliqué sur des problèmes avec une structure particulière. Donc, cet algorithme va consister à décomposer le problème original en un problème maître et un ou plusieurs sous-problèmes. Donc, le problème maître est une relaxation du problème original et il va fixer un certain nombre de décisions pour un sous-ensemble de variables du problème original. Et dans le sous-problème, à partir des décisions prises dans le problème maître, on va chercher à optimiser les décisions pour les variables restantes. Et donc, que le sous-problème soit réalisable ou non, on va générer des coupes de Benders, d'optimalité ou de faisabilité, qui sont injectées dynamiquement dans le problème maître et qui assurent la convergence de l'algorithme. Et donc, dans une décomposition de Benders classique, on a un problème maître et un sous-problème qui sont complètement distincts. Et on va se retrouver avec un problème maître qui perd toute l'information résultant des sous-problèmes. Et donc, dans certains cas, ça va emmener une convergence qui est assez lente parce que, donc, avec cette perte d'information, c'est possible que tant qu'un certain nombre de coupes de Benders ne sont pas générées, les solutions du problème maître vont avoir peu de sens du point de vue du sous-problème. Donc, ce qui résulte en une instabilité dans l'amélioration des bornes et un grand nombre d'itérations qui est requis. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a implémenté trois techniques d'accélération dans notre méthode de Benders. La première, c'est la décomposition de Benders partielle. Donc, c'est une méthode qui peut être assimilée aussi aux contraintes surrogate. La décomposition de Benders partielle a été publiée dans un article récent de Theodor Krenich et ses co-auteurs cette année. Et cette méthode, elle est présentée dans le contexte d'optimisation stochastique. Elle consiste à renforcer le problème maître avec un scénario artificiel qui constitue une moyenne de tous les scénarios associés au sous-problème. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transposé cette méthode dans le cas de l'optimisation déterministe.
Et donc, dans notre problème, on a renforcé le problème maître avec un super produit qui est obtenu en agrégeant toute l'information associée à tous les produits du problème original. Dans notre méthode, on a aussi rajouté un certain nombre d'inégalités valides pour le problème maître et on a aussi développé une heuristique de réparation qui permet d'obtenir des solutions primales, même quand le sous-problème n'est pas réalisable. Et donc, par le biais d'une étude expérimentale, on a montré que notre approche était efficace et qu'elle permettait un passage à l'échelle par rapport au nombre de produits. On a poussé un petit peu la réflexion par rapport à cette méthode, parce que, donc, comme je viens de vous le dire, notre problème maître est renforcé avec un seul superproduit, mais en théorie, rien ne nous interdit de considérer plusieurs superproduits, donc grand cas superproduits. L'idée, c'est que si on partitionne l'ensemble de produits et qu'on constitue un superproduit par sous-ensemble dans cette partition, on est capable de constituer un problème maître qui est valide pour une décomposition de Benders. Mais lorsqu'on considère plusieurs superproduits, il y a deux questions naturelles qui apparaissent. La première, c'est combien de superproduits on considère. En théorie, on pourrait avoir autant de superproduits que de produits. Dans ce cas-là, on se replace dans notre problème original. On a une approximation qui est parfaite. Donc, l'idée, c'est que plus on a de superproduits, plus on est en mesure de constituer une bonne approximation et donc de renforcer le problème maître. Mais en contrepartie, on a un problème maître qui est de moins en moins tractable car il comporte de plus en plus de variables. La deuxième question naturelle, c'est comment est-ce qu'on partitionne pour un nombre de superproduits donné, comment partitionner l'ensemble de produits. Deux partitions différentes conduisent à des approximations différentes et la qualité de l'approximation impacte directement la vitesse de convergence de l'algorithme. Donc, on avait développé un certain nombre de résultats théoriques pour être capable de déterminer la meilleure partition possible. Donc, à partir de toutes ces études, on a développé la Meta-Partial Benders Decomposition. Donc, cette méthode a un petit peu changé depuis l'apparition du manuscrit de thèse. Ici, je vous présente la méthode la plus récente. L'idée, en fait, c'est que donc, on va avoir une méthode où le nombre de superproduits évolue dynamiquement. Donc, à chaque itération, le nombre de superproduits évolue. Et donc, à chaque itération, on résout la décomposition de Benders courante avec la méthode de la slide précédente. L'idée, donc, c'est qu'on commence avec un seul superproduit et à chaque itération, on va décider d'augmenter ou de diminuer la valeur de K. Pour évaluer si on doit passer à l'itération suivante, on va évaluer la vitesse d'amélioration des bornes. Si on n'améliore pas les bornes suffisamment dans un laps de temps court, donc on décide de passer à l'itération suivante. Et pour déterminer si K doit augmenter ou diminuer, on va avoir un espèce de critère qui va nous permettre d'évaluer la tractabilité du problème maître. Quand le problème maître est considéré comme tractable, on va décider d'améliorer l'approximation. Et dans le cas inverse, on va diminuer le nombre de superproduits pour rendre le problème maître plus simple. Et donc, évidemment, d'une itération à l'autre, on sauvegarde les bornes et les coupes de Benders générées précédemment. Et donc, par le biais d'une étude expérimentale, on a montré que cette Meta-Partial Benders Decomposition, elle permet d'obtenir des solutions primales qui sont meilleures qu'avec une décomposition de Benders statique où le nombre de superproduits reste le même. Donc, pour pallier à l'autre paramètre, donc qui est la taille du graphe spatio-temporel, on a développé une math heuristique qui est une adaptation de la Dynamic Discretization Discovery. Donc, cette méthode DDD, en fait, donc le principe de cette méthode, c'est que plutôt que de résoudre le problème formulé sur le graphe complet, on va manipuler des graphes spatio-temporels qui sont éparses et qui ne contiennent qu'une sous-partie des nœuds et des arcs du réseau original. Mais le problème, en fait, c'est que cette méthode DDD, elle est conçue pour le Service Network Design Problem et son application directe est impossible à notre problème car le SNDP et le LSNDP divergent en différentes caractéristiques. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une math heuristique qui est basée sur les principes de DDD. Donc, elle contient des innovations qui exploitent les propriétés des chaînes logistiques. Et son principe, c'est donc de construire un graphe spatio-temporel éparse qui contient des bonnes solutions et ensuite de résoudre le LSNDP résultant. Et par une étude expérimentale, on a montré aussi que cette approche, elle permettait une mise à l'échelle par rapport au graphe spatio-temporel. Pour valider nos méthodes, on a mené une étude expérimentale sur des instances réelles, donc construites à partir des données fournies par DHL. Et dans ces instances réelles, on va refléter plusieurs stratégies de distribution. Donc, quelle que soit l'instance qu'on a, on va avoir des arcs qui modélisent la stratégie de distribution de DHL avec les livraisons centralisées, comme à gauche. Mais en plus de ça, on va considérer des stratégies de distribution plus flexibles. On va rajouter des arcs supplémentaires à partir d'un rayon de connectivité alpha. Et donc, plus ce rayon de connectivité augmente, plus on va avoir des livraisons directes et indirectes qui sont autorisées. Donc, ici, on s'intéresse aux résultats obtenus sur les instances les plus difficiles, qui sont basées sur la partie nord-est du réseau logistique. Et pour ces instances, nos plans de transport ont été calculés par notre méthode hybride qui associe notre math heuristique avec MetaPDB.
Et ici, vous avez une partie des résultats donc, qui vous sont affichés. Donc, encore une fois, pour rappel, lorsque alpha est égal à 0, on se replace dans la stratégie de distribution de DHL. Et lorsqu'alpha augmente, on a une stratégie de plus en plus flexible. Donc, logiquement, ce qu'on observe dans le premier tableau, c'est que, bien évidemment, plus la stratégie est flexible, plus on est capable de générer des économies. Mais ce qui est important de noter, c'est que ces économies peuvent être substantielles, dans le sens où, pour les stratégies de distribution les plus flexibles, on génère plus de 7% d'économies. Si on regarde le tableau le tableau en bas, pardon, donc dans ce tableau, ce qu'on a essayé de montrer, c'est la répartition du type de livraison en fonction de la stratégie considérée. Et donc, sans surprise, encore une fois, on observe que si on se replace dans la stratégie de distribution de DHL, on a uniquement des livraisons centralisées. Et plus la stratégie est flexible, plus la part de livraison indirecte et directe augmente. Mais il y a un résultat qui est important ici, c'est d'observer que même dans le cas le plus flexible, où on génère plus de 7% d'économie, la part de livraison centralisée reste supérieure à 90%. Donc ce résultat indique qu'en pratique, DHL pourrait réduire drastiquement ses coûts de transport sans bouleversement, sans un bouleversement fort dans sa façon d'opérer, puisque les livraisons centralisées restent la base de ces plans de transport qui sont moins coûteux. Une autre chose qu'on a voulu regarder, c'était un petit peu l'évolution du taux de remplissage en fonction du type de stratégie considérée. Parce qu'en pratique, la stratégie de distribution de DHL a pour but de maximiser les consolidations. Et on observe effectivement ce résultat, puisque pour les stratégies de distribution plus flexibles, on a un taux de remplissage moyen qui est moins élevé. Et donc, logiquement, un taux de véhicules utilisés qui est plus important. Enfin, un nombre de véhicules utilisés qui est plus important. Néanmoins, ce nombre de véhicules plus important, il est largement contrebalancé par la réduction de la distance moyenne parcourue par les véhicules, ce qui permet donc de générer ces économies d'échelle. Il est temps de passer aux conclusions. Donc, dans cette thèse, je pense qu'on a apporté plusieurs contributions. La première, c'est évidemment d'avoir développé des approches exactes et heuristiques efficaces pour le LSMDP. Mais d'un point de vue plus général, on a apporté d'autres contributions. Donc, on a développé un nouveau problème net de Benders pour les problèmes de flow multiproduits, basé donc sur la décomposition de Benders partielle. On a développé un certain nombre de résultats sur l'agrégation de produits dans les problèmes de flow multiproduits. Et on a analysé de façon exhaustive, de façon forte, l'impact du niveau d'agrégation dans une décomposition de Benders partielle. On a aussi proposé une comparaison des stratégies de distribution pour les chaînes logistiques à 4 niveaux. Et même si ce type d'études comparatives existe dans la littérature, à notre connaissance, ces études sont focalisées sur les chaînes logistiques à 3 niveaux au maximum. Donc, ces travaux ont donné lieu à un certain nombre de publications, 2 articles qui ont été acceptés donc dans Transportation Research Part E et EJOR. Et donc, le dernier article sur la méta-PBD qui est donc en révision mineure chez EJOR actuellement. Voilà, merci de votre attention. Et si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Merci Simon pour cette présentation. Je vais tout de suite donner la parole à Diego Catarroza pour lire cette question. Et si je veux bien que vous allumiez votre caméra. Voilà. Oui, alors je rallume. Voilà, normalement vous me voyez. Ça va venir, oui. C'est bon. Okay. Diego, à toi. Ouais, merci Marc. Merci Simon pour la présentation très claire et très intéressante. Merci beaucoup. Quelques questions. D'abord, en fait, la question, c'est les résultats m'ont montré l'efficacité de tes algorithmes. Et donc, je me demandais si maintenant DHL, en fait, emploie certains de ces résultats pour concevoir leur transport de produits envers les restaurants. Alors, je n'ai pas cette information. Enfin, je ne sais pas s'ils ont implémenté une partie de ces, exploité une partie de ces résultats. Mais en tout cas, à la fin de ma thèse, tout au long de ma thèse, on a eu quand même un certain nombre de réunions avec DHL, à peu près tous les 6 mois pour discuter de l'avancement. Et donc, sur les dernières réunions, on a présenté ces résultats qui étaient quand même plutôt bien perçus de leur côté. Et aux dernières nouvelles, leur idée, ça aurait été justement d'implémenter une partie de ces résultats et d'exploiter ces livraisons indirectes et directes. On a fait aussi, donc c'est pas disponible dans le manuscrit, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'apporter des prérogatives pratiques pour l'exploitation de ces livraisons indirectes et directes. Donc, comment identifier en pratique quels seraient les nouveaux arcs à considérer, les nouvelles connexions à considérer dans le réseau pour des livraisons directes et indirectes, et aussi
certains seuils qui permettent d'identifier à partir de quand une livraison indirecte ou une livraison directe est profitable, notamment en termes du taux de remplissage des véhicules. Voilà, on a donné pas mal d'outils pour que ces résultats soient implémentés en pratique, enfin soient utilisés en pratique. Mais honnêtement, je ne peux pas vous dire si c'est le cas. Merci. Une autre question que j'avais, c'était plutôt par rapport aux algorithmes. En fait, dans ta thèse, tu as développé plusieurs familles d'inégalités qui servent un peu à renforcer le problème maître et donc à pallier un peu à la perte d'information qu'il y a en décomposant les problèmes. Alors, si j'ai bien compris, en fait, toutes ces inégalités sont introduites dès le début de la résolution. Et donc, ma question est, est-ce que ça serait pertinent d'introduire genre des procédures de séparation pour permettre de détecter seulement les inégalités violées et les introduire, disons, en the fly? Oui, je pense que c'est une très bonne idée qu'on n'a pas exploitée, en fait, certainement pas maintenant. Mais évidemment, oui, ça prend du sens, surtout que toutes ces inégalités valides qu'on a développées, c'est des inégalités de cut set, en fait. Et je pense que dans la littérature, il y a quand même pas mal de procédures de séparation qui sont existantes et qu'on pourrait directement appliquer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas poussé dans cette direction parce que, en fait, le nombre d'inégalités valides qu'on ajoute n'est pas si conséquent que ça. Et on avait des résultats qui étaient quand même satisfaisants en les rajoutant tout a priori. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pris cette peine d'implémenter des procédures de séparation, mais c'est évidemment une voie d'amélioration à considérer, surtout qu'on aimerait peut-être étendre cette méthode à d'autres problèmes de transport multiproduits, ou certainement qu'une procédure de séparation pour les inégalités valides pourrait vraiment apporter une plus-value. Merci. Marc, est-ce que j'ai le temps pour d'autres questions ou Oui, vas-y, parce qu'Andrea n'est pas là, donc tu peux te lâcher. OK. Donc, une autre question que j'avais, en fait, c'était par rapport à… En fait, ce que tu dis dans ton manuscrit, c'est que par rapport à ton sous-problème, en fait, quand le sous-problème est infaisable, tu essayes de réparer la solution infaisable fournie par ton sous-problème pour essayer d'améliorer la bande primale. Et donc, je me demandais si tu avais fait des statistiques sur combien de fois, effectivement, tu arrives à réparer cette solution et à améliorer donc des conséquences de bande primale courante que tu as obtenues jusqu'à présent dans ta résolution. Alors, en fait, la statistique, elle est de 100%, parce que dans ce problème, on a une certaine chance. Donc, après discussion longuement au début de la thèse avec DHL, ils nous ont expliqué qu'en fait, a priori, on n'aurait pas besoin de considérer des bornes sur le nombre de véhicules à allouer sur chacun des axes de transport, parce que ces plans de transport sont calculés suffisamment en amont. Et donc, ils supposent qu'ils auront toujours la capacité, le nombre de camions suffisant pour pouvoir transporter les flux. Et donc, en fait, c'est là où on tire parti de cette caractéristique dans notre heuristique, parce que du coup, puisque le nombre de véhicules est illimité, si une allocation de véhicules résulte en un sous-problème qui est non réalisable, c'est que donc il y a un certain manque sur le nombre de véhicules, mais puisque ce nombre de véhicules est illimité, on pourra toujours construire une allocation de véhicules qui permet de transiter. Donc, dans tous les cas, notre heuristique permet de… Lorsqu'on déclenche cette heuristique, on va forcément générer une solution réalisable. Néanmoins, c'est vrai que cette solution réalisable n'est pas toujours améliorante et on n'a pas nécessairement analysé le nombre de fois où on n'a pas généré une statistique qui nous permet d'analyser combien de fois cette solution est améliorante. Néanmoins, on a procédé à un certain tuning des paramètres parce qu'en fait, donc cette heuristique est déclenchée suivant un certain seuil en fait, d'infaisabilité de notre allocation de véhicules. Et on s'était rendu compte qu'il valait mieux considérer un seuil qui soit quand même relativement bas pour avoir peu d'efforts pour préparer cette solution et a priori trouver une solution qui a plus de chances d'être améliorante. OK, merci beaucoup. Marc, à toi de me dire, moi je peux continuer ou m'arrêter selon le timing en fait. Non, on va peut-être voir s'il y a quelqu'un d'autre dans le jury qui a une question. Moi j'en ai une petite.
Il n'y a personne qui a proposé à DHL de faire une thèse CIFRE chez eux? Non, pas à ma connaissance. Ouais. Donc oui, j'ai oublié de le spécifier, mais en fait, ma thèse était financée par un projet ANR. Je vois quelque chose qui s'affiche. Ah, t'inquiète pas. Oh, ok. Non, et donc ouais, elle était financée par un projet ANR, donc c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine distance et une certaine liberté dans ma thèse, dans le sens où on avait certaines prérogatives, mais on n'avait pas nécessairement des livrables à apporter avec des deadlines. Voilà, donc c'est vrai que je n'ai pas connaissance de est-ce que ce projet continue chez DHL avec une thèse CIFRE. Je pense que ça pourrait être intéressant de leur point de vue parce que les conclusions sont quand même claires sur le fait que l'utilisation de techniques de recherche opérationnelle peuvent générer des économies importantes de leur côté. Donc, voilà. Je partage cet avis. Moi, si j'avais été votre directeur de thèse, je me serais empressé de leur proposer de travailler conjointement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le jury qui veut poser une question? Oui, j'en aurais une. Oui, s'il te plaît. C'est Vandat. Oui, c'est Vandat Kong. Merci pour la présentation. Je suis très intéressé par vraiment comment dire, ces conceptions réseau multiniveau. Je voudrais savoir, tu as parlé de deux techniques en fait pour essayer de réduire la taille du réseau. Un qui est par rapport au nombre de demandes, enfin nombre de demandes par rapport au produit ici en l'occurrence, et l'autre par rapport à la taille de ton réseau d'un point de vue spatio-temporel. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la réduction par rapport aux deux techniques que tu as apportées? Un qui est plutôt sur les cas super produits et l'autre qui est la fameuse technique DDD. Alors, donc, la technique de décomposition partielle, l'avantage, alors en fait, oui, ça dépend. Si on considère un seul super produit, en fait, ce qui se passe, c'est que quel que soit le nombre de produits qu'on a dans notre problème original, le problème maître est de taille constante, dans le sens où de toute façon, on agrège tout le monde, et donc on a toujours une variable par super produit pour chacun des arcs. Donc ça, c'est quand même un résultat qui est assez fort, et on s'est vraiment rendu compte que lorsque le nombre de produits augmente, vraiment, on a une consistance dans la qualité, alors que Ciplex s'expose très très rapidement. Donc cette réduction, elle est consistante. Après, bien sûr, dans la méthode MetaPBD, où on considère plusieurs superproduits, ça varie un petit peu, mais encore une fois, pour un nombre de superproduits donnés, on connaît exactement la taille qu'on aura du problème maître. Après, pour la méthode, l'amateuristique, on a quand même des résultats qui sont très forts. Alors, un peu moins forts que dans le papier DDD de base, où ils sont capables en fait de construire des graphes spatio-temporels qui sont de l'ordre d'1% du graphe complet, de quand même générer la solution optimale. Donc, c'est vraiment très, très fort. Ici, avec les quelques différences qu'on a dans notre problème, on n'a pas pu utiliser directement leur méthode. Donc, on a une réduction qui est quand même moins forte, mais qui est de l'ordre, dans le pire cas, de quand même, on se retrouve avec un graphe qui est de 20% de la taille totale. Donc, c'est quand même une réduction qui est vraiment significative. Et surtout, on a une autre propriété qui est pas due à notre travail, qui est due juste à l'idée de cette méthode de DDD, c'est que plus on va considérer une discrétisation temporelle qui est fine, plus le graphe va être éparse, parce qu'on va avoir de nombreux arcs qui sont ajoutés dans le graphe complet qui ne servent à rien, entre guillemets. Et donc voilà, on a quand même ce résultat qui est que plus on veut aller dans une granularité qui est fine, plus le graphe va être épars et la réduction importante. Très bien.